Bonjour et bienvenue à l'émission La Lueur du Fort, l'émission où on parle santé mentale. Mon nom est Sarah Greffeud, j'ai le plaisir d'animer cette émission pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de requête d'évaluation psychiatrique et nous avons comme invitée une intervenante psychosociale en santé mentale, Madame Denise Gonneau. Madame Gonneau, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci à vous. Oui, merci. On peut-tu se tutoyer? Oui. En partant, ça va être plus facile pour faire l'émission. Donc, puis je peux vous appeler Denise? Oui. Donc, alors Denise, commençons donc maintenant. C'est quoi au juste une requête d'évaluation psychiatrique? Une requête d'évaluation psychiatrique, c'est une démarche qui est entreprise, donc un formulaire, une requête, pour amener une personne contre son gré à être évaluée par un psychiatre lorsqu'on a des motifs sérieux de croire que son état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Donc, autrui, étant donné, c'est les autres personnes autour d'elle. OK. Puis être en danger pour elle-même, c'est... Tu menaces, il se fait mal ou un exemple, là, mettons que mon fils, il parle au frigidaire. Es-tu en danger? C'est pas considéré comme un élément de dangerosité, mais plus un élément dérangeant. Donc, je peux pas faire d'évaluation? Non, parce qu'il n'y a pas de définition en tant que telle de dangerosité. Okay. Par exemple, un juge va dire que tel élément est dangereux, puis un autre juge pourrait dire non, ça, c'est pas dangereux. Sauf qu'il y a 3 points qu'on peut utiliser dans la requête, parce que la requête, en fin de compte, c'est des faits et des comportements qu'on transcrit sur la requête. Okay. On parle premièrement de suicide. Donc, si la personne a des idées suicidaires, fait des menaces, a un plan ou des antécédents de tentative de suicide. Okay. Donc, ça, c'est un élément de dangerosité. Deuxième élément de dangerosité, on parle d'agression ou d'homicide. Donc, lorsqu'on parle de violence physique, violence psychologique, qu'on parle de détruire les biens physiques, cruauté animale ou des menaces homicidaires, des menaces d'enlever la vie à quelqu'un. C'est considéré comme un élément de dangerosité. Et le troisième, c'est une menace à l'intégrité physique ou mentale de la personne ou d'autrui. Ça, on explique ça comme un manque de jugement qui amène la personne à poser des gestes impulsifs. Par exemple, on peut dire une personne qui est en psychose, puis que les voix lui disent « mets le feu à ta maison ». Ou une autre personne qui se promène à l'extérieur en sous-vêtements alors qu'il fait un froid extrême. Donc, c'est des menaces contre son intégrité. OK. Et ça, on pourrait faire une demande d'évaluation psychiatrique si on a minimum ces 3 faits-là. Exactement. Puis, c'est assurément que ça va passer devant le juge? Oui, la plupart du temps, ça va passer. C'est sûr qu'il y a d'autres faits qu'on peut rajouter à tout ça. Donc, par exemple, si la personne ne s'alimente pas, s'il y a une perte de poids considérable par rapport à son indice de masse corporelle, si la personne utilise la consommation de drogue comme automédication, si la personne a déjà un diagnostic de troubles de problèmes de santé mentale, on peut l'utiliser à rajouter dans la requête. OK. Puis des fois, on entend, parce que là, on parle de requête. Une requête, c'est que on a un formulaire à remplir, on met tous les faits que vous nous avez mentionnés. Parce que là, j'entends aussi qu'il faut aller devant le juge. Là. C'est pas... C'est parce que des fois, on entend des médias la fameuse P38. C'est quoi la différence? Parce que si mon proche se menace de se suicider, on ne va pas faire la requête. Là. Non, on va utiliser la loi P38, qui est une mesure d'exception lorsqu'il y a un danger grave immédiat. Donc, maintenant. Et que la personne ne veut pas se présenter à l'urgence pour aller voir un médecin. Donc, on utilise cette loi-là. Donc, la mesure à prendre, c'est d'appeler les services d'urgence, donc le 911. Et les policiers font affaire avec un intervenant qui va venir évaluer la situation, voir s'il y a un véritable
danger et c'est elle qui va donner l'autorisation si on utilise la loi P38 ou pas. Donc, si la personne mentionne qu'il y a un danger, la personne va être transportée par les policiers à l'hôpital. Okay. À ce moment-là, c'est comme un arrêt d'agir. OK. La personne ne sera pas, si la personne n'est plus en crise rendue à l'hôpital, ça ne veut pas dire qu'elle va être vue par un psychiatre. Elle peut ressortir. OK. Contrairement à la requête d'évaluation psychiatrique, qui est une ordonnance du juge, donc si le juge mentionne que dangerosité, la personne est dans l'obligation d'être vue par un psychiatre. Donc là, il va y avoir vraiment évaluation. Puis une évaluation, c'est combien de temps? C'est-tu en jours, en heures, en... Ça va rapidement. Okay. Dès qu'on remplit l'évaluation et qu'elle est présentée au juge, le juge peut immédiatement dire oui, il y a dangerosité, oui, elle doit se présenter à l'hôpital. Okay. Donc, eux donnent un formulaire à les remettre aux policiers. Et c'est les policiers qui vont aller chercher la personne pour l'amener à l'hôpital. Okay. Et elle va être vraiment évaluée par le psychiatre. OK. Mais on s'entend que ça, c'est en cas d'extrême. Là. Ça, c'est s'ils ne veulent pas, si on sent... parce que qui peut faire cette demande-là d'évaluation psychiatrique? C'est tout membre de l'entourage, c'est toute personne qui a un intérêt pour la personne et qui peut présenter un danger. Donc, on parle de la famille, on parle des amis, on parle des employeurs, on parle d'un intervenant, ou ça peut même être un propriétaire du logement qui s'inquiète pour la personne, qui pourrait venir remplir un formulaire. OK. Parce que ça, c'est... Quand il dit bien remplir, c'est que vous aidez la personne, vous accompagnez les personnes à faire les requêtes. À remplir le formulaire. OK. Donc, on aide la personne à remplir le formulaire, sauf que nous, on ne se présente pas devant le juge. Donc, c'est la personne qui vient remplir le formulaire avec toujours un accompagnateur, parce qu'il faut quelqu'un qui collabore les faits que la personne principale va mentionner. Okay. Donc, c'est ces deux personnes-là, par la suite, qui se présentent au palais de justice et qui présentent leur demande. Moi, j'aide seulement à remplir le formulaire. OK. Est-ce que toute demande est acceptée par le juge? Toutes les demandes qu'on fait, que la personne ou le membre de l'entourage fait, est-ce que c'est aussitôt qu'il passe devant le juge, c'est automatique, là? Ou ça se fait? Il faut qu'il y ait vraiment des matières à dangerosité. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est bien de nous appeler pour évaluer avant les faits. On va discuter avec la personne qui va nous téléphoner pour savoir vraiment si c'est des matières à dangerosité. C'est sûr que s'il n'y a pas de matière de dangerosité, si moi, j'en vois pas, bien, la pertinence de remplir l'évaluation n'est pas là. OK. OK. Parce qu'une fois que, par exemple, on marque des faits, puis c'est présenté devant le juge, et que le juge dit « Non, moi, je ne l'accepte pas, il n'y a pas de dangerosité », bien, la requête, les éléments, les faits qui sont écrits dans la requête ne peuvent pas être réutilisés par la suite. Ah, OK, ça, c'est intéressant. OK, OK. Si je résume, si moi, je vais en cours pour que ma personne ou mon proche soit soigné, puis que là, je marque les faits, il a fait des tentatives, bon, il m'a menacé ou peu importe, puis que ça passe pas, moi, je peux pas revenir avec. Il faut que j'attende qu'il y ait de nouveaux faits pour refaire une demande. Parce que le juge, il a jugé que c'était pas... Exactement. Fait que ça donne rien de revenir avec ça. Parfait. Puis quand vous me dites, vous nous appelez, je veux juste dire aux téléspectateurs qu'on va donner les coordonnées à la fin de l'émission. Inquiétez-vous pas, on va vous donner les coordonnées. OK, c'est intéressant pareil. Puis est-ce que la requête oblige la personne à se présenter? Au départ, c'est ça. Puis si elle ne se présente pas, alors que le juge a accepté, c'est qui va chercher la personne? C'est les policiers. Quand on sort du palais de justice, le juge donne un document à aller porter aux policiers. C'est les policiers qui doivent aller chercher la personne chez elle pour l'amener à l'hôpital, étant donné que c'est une ordonnance de la Cour. OK. Donc, la personne est dans l'obligation de se présenter à l'hôpital et avoir l'évaluation par le psychiatre. OK. Donc, si j'ai l'acceptation du juge, c'est aux membres de l'entourage ou à la personne qui a demandé la requête, oui, qui appelle les policiers en lui disant... Se présente directement au poste de police. On se présente au poste de police. Exactement. Okay. Et c'est considéré comme une mesure d'urgence. Donc, les policiers se doivent d'aller dans un court laps de temps, chercher la personne pour l'amener à l'hôpital. OK. Fait que si je comprends bien, il faut vraiment que ce soit l'ordonnance du juge. Là. On ne peut pas, nous autres, dire
non, j'arrive à l'hôpital, il y a une évaluation. Il faut vraiment que ce soit que ça passe devant le juge. Un document pour que lui... du juge, oui. Parfait, OK. Exactement. Parce que des fois, je veux juste, des fois, on appelle la police, je veux qu'il se fasse soigner, mais c'est pas comme ça que ça se fait parce que la personne, elle a des droits. La personne, elle a le droit de refuser un traitement. Effectivement. Si, admettons, on peut dire, hey, on prend un exemple, juste pour être sûr, là. Encore une fois, je vais prendre mon fils, mettons, il va pas bien, il veut pas y aller. Moi, si j'appelle la police en disant il veut pas y aller, il se frappe, il fait ci, c'est pas ça, ça marchera pas. La police ne viendra pas. S'il n'y a pas de dangerosité, comme vous dites, ça ne viendra pas. Les policiers, ça dépend de ce qu'on attend pour dangerosité. C'est sûr que s'il y a de la violence physique, les policiers vont probablement débarquer à la maison, mais ils vont venir évaluer. Ce qui arrive, c'est que souvent, la personne peut se calmer. Donc, quand les policiers arrivent, la personne n'est plus en crise. Ou quand l'intervenant qui vient évaluer la dangerosité, la personne n'est plus en crise, ils ne l'amèneront pas à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de crise. La P38, c'est quand que vraiment immédiat puis qu'on voit que la personne se désorganise. OK. Parce que si la personne se sent en danger, c'est ça, je veux dire, il faut pas. Il faut appeler la police, là, au départ. Exactement. Si moi, je me sens en danger, oui. On appelle la police. On ne passe pas devant la requête. Puis, OK. Il faut juste faire une différence aussi là-dessus. Puis, qui peut faire la demande? Qui à part le juge? Parce que le juge, on s'entend que c'est la requête. Oui. Mais qui peut faire une P38? Qui peut dire, parce que c'est pas le parent, c'est pas les voisins, j'appelle la police, c'est une P38. Qui décide de ça dans notre système? C'est les services de crise, mettons le Centre de prévention du suicide, ou au niveau du CLSC, le 811. C'est des intervenants qui sont spécialisés à prononcer, à dire que la loi P38 peut être utilisable. Eux autres, ils peuvent la mettre en application. Exactement. Le policier, lui? Non, le policier doit attendre l'accord de l'intervenant. Le policier, lui, est là pour la sécurité, amener la personne à l'hôpital et protéger, par exemple, la personne qui est en crise puis l'entourage. Mais c'est pas lui qui va décider. Il peut pas décider, je t'amène à l'hôpital de force. OK. Bon. Ça, c'est intéressant à savoir parce que souvent, ils ont la pression, les ambulanciers, les policiers, ils ont cette pression-là, embarquez-les, on sent. Alors que non, ils peuvent pas, eux autres, prendre la décision. Ils ont leur rôle. Ils ont leur rôle à jouer. Sauf qu'on s'entend, s'il y a un couteau dans les mains. Exactement. OK, bon, OK, parfait. Mais merci de cette information. Puis, y a-t-il d'autres faits utilisables qu'on peut prendre pour l'évaluation psychiatrique s'il n'est pas en danger? Parce que les dangers, c'est... Tu sais, des fois, c'est clair. Le danger, je te menace, je me menace. Ça, c'est sûr que... Mais y a-t-il d'autres choses qui peut dire, hey, il va vraiment pas bien, même s'il n'est pas en danger? Je le sais, là, il va pas bien. Y a-t-il d'autres façons de... Il faut vraiment y aller avec ces éléments de dangerosité-là, les trois que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres éléments que des fois, on peut creuser. Par exemple, si on parle du syndrome de Diogène, qui est comme une accumulation compulsive, mais de déchets, qui peut être dangereux pour la santé. Donc, par exemple, que quelqu'un ramasse la nourriture, puis il la laisse avarier sur son comptoir, ou qu'il utilise des Kleenex, puis en laisse traîner partout, près des calorifères. Là, ça devient dangereux pour le feu. Donc, c'est d'autres petits éléments comme ça. Mais c'est pas ça qui va faire qu'elle va... Ça c'est un atout. Ça peut être un atout. Ou la personne qui a perdu du poids considérablement, ou les gens, comme on disait tantôt quand on parlait de la consommation. Consommation. Oui. Bien, on va s'arrêter là-dessus pour une pause publicitaire, puis on va revenir aussi avec le fait de consommation versus santé mentale. Qu'est-ce qu'on arrive avec la requête? On revient avec ça sous peu, dans quelques minutes. Merci, Mme Denise. Très intéressant. À tantôt. Alors, nous sommes de retour avec Denise Gonneau, intervenante psychosociale en santé mentale. Et on s'était quitté un peu avant la pause en parlant de la toxicomanie. Donc, je reviens sur ma question. Est-ce que les problèmes de toxicomanie puissent être un fait, justement, pour avoir une évaluation psychiatrique? Comme mentionné, ça peut être utilisé lorsque c'est une automédication, lorsqu'il y a un trouble de santé mentale. Par exemple, que quelqu'un va me téléphoner, je veux faire une requête parce que mon fils consomme du cannabis.
c'est pas un élément de dangerosité en tant que tel parce que c'est pas relié à un état mental. Par exemple, si la consommation de toxicomanie, la consommation de cannabis, désolé, amène une psychose, oui, là, il y a une dangerosité au niveau de l'état mental. Donc, oui, là, ça peut être amené pour l'évaluation. OK. Donc, l'évaluation psychiatrique, c'est vraiment que le trouble de santé mentale. Et tout le par-dessus, l'alcool, ça, c'est des faits amenés Exactement. pour dire, OK, c'est pas parce qu'il prend du cannabis qu'il y a un trouble de santé mentale. Exactement. Mais vu qu'il y a un trouble de santé mentale qui prend du cannabis, ça peut amener une psychose. Voilà. Exactement. C'est un déclencheur. Oui. OK. Là, donc, ils peuvent pas appeler chez vous en disant, écoute, il est dangereux pour lui-même, il se drogue, là, il est rendu une loque. Tu sais, des fois, on entend ça là, des personnes, je ne sais plus quoi faire. Mais... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là ont des droits. OK. Donc, c'est un peu aller contre ses droits. Il a le droit de consommer du cannabis. Oui, c'est vrai, OK. Donc, le juge, pourquoi le juge lui dirait, je vais suivre une évaluation psychiatrique parce que tu consommes. Okay. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est relié à un trouble de santé mentale. Effectivement. C'est vraiment quand ça l'amène, comme je disais tantôt, au niveau du suicide, de l'agressivité, puis qu'on voit que la personne manque de jugement, puis qu'on ne reconnaît plus la personne aussi dans le temps. C'est ça qui arrive quand la personne change, modifie dans le temps, que la personne va super bien, puis à un moment donné, la personne s'isole, consomme, se sent triste, mais mentionne « Ah, moi, je vais fumer du pot parce que je me sens mieux. Okay. » Donc, c'est un ensemble de facteurs. C'est pour ça qu'il faut nous téléphoner. Il faut faire un petit cas un peu d'expliquer comment était votre fils avant, comment il est maintenant, pour pouvoir mieux construire la requête puis avoir toutes les informations. Oui, OK. Puis, parce qu'il ne faut pas se servir justement de la requête d'évaluation psychiatrique pour dire à son proche, je ne veux plus que tu consommes. Là. On ne peut pas s'en servir. Il faut s'en servir en bon escient. C'est parce que la personne est en danger. Exactement. Puis c'est parce que la personne ne veut pas aller chercher de soins. T'sais, on ne va pas ça, ma personne est malade, je vais aller remplir tout de suite une requête d'évaluation psychiatrique. C'est sûr qu'avant ça, il y a d'autres démarches qu'on peut entreprendre. Donc, de demander à la personne, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce qu'on va chez ton médecin de famille? Est-ce que tu veux que je t'accompagne à l'urgence? Ou des fois, les parents peuvent téléphoner au médecin de leur fils, puis donner des renseignements. Donc, il y a d'autres moyens utilisés avant d'en arriver à la requête d'évaluation psychiatrique et avant d'en arriver aussi à la loi P38. Là. Oui, et ça, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment le dernier recours. C'est ça qu'il faut dire aux téléspectateurs. Là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que, idéalement, c'est que la personne se rende elle-même. Exactement. Parce que sinon, on enlève des droits à la personne et ça, c'est ça, dans le fond. C'est pour ça que le droit de la personne existe. Là, parce qu'avant, il était souvent hospitalisé alors qu'il était correct ou des... OK. Fait que c'est vraiment le dernier recours. Ça, c'est important de l'entendre. Puis, il y a aussi, y a-t-il des parents qui vous posent la question s'il va, mettons, parce que là, on parle évaluation psychiatrique, là, il y a les policiers, des fois, qui sont des facteurs, parce qu'ils viennent soit nous chercher ou ils vont-tu avoir un casier? C'est-tu contre la loi? Vu que la police vient nous chercher à la maison, parce que ça peut ralentir des parents. Ça, je ne veux pas qu'il y ait de casier si la police vient le chercher. Non, il n'y a aucun casier judiciaire. Ça n'a aucun lien avec la justice. C'est pas une offense. Non, c'est seulement pour aller que la personne puisse avoir un diagnostic. Et de là, d'avoir un diagnostic, c'est on t'offre des services. Pour avoir des services. OK. Puis lui ou elle aura la personne aura le choix de choisir ou pas si elle veut les services. D'accord, OK. Donc, pas de casier. Il doit avoir pareil un gros taux de culpabilité, là, la personne qui veut faire... tu sais, ça doit être difficile, pareil. Moi, j'essaie de me mettre à la place des personnes parce que un coup que oui, ça a fonctionné, la relation qui se passe avec la personne qui a été hospitalisée, comment ça se passe en C'est sûr que c'est une démarche qui est très, très difficile émotionnellement, de plus que c'est la personne qui fait la demande qui se présente devant le juge. Ce que je leur mentionne souvent, c'est que oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est de se dire que je ne le fais pas contre mon proche, mais je le fais pour son bien. Il faut le voir, il faut changer sa façon de penser. Pourquoi qu'on le fait? C'est pour pouvoir l'aider à aller chercher de l'aide. OK. Puis encore une fois, dernier recours. Exact.
C'est ça, il faut se le dire souvent. C'est quoi la différence aussi? On entend souvent en santé mentale des ordonnances de traitement. Ils sont comme obligés, là, ils m'obligent à prendre des médicaments. On m'oblige à... C'est quoi une ordonnance de traitement? Parce que là, on parle de deux choses complètement différentes, là. Mais j'entends aussi souvent des gens... je suis obligée de prendre mes pilules, sinon... on entend ça dans une vague populaire, là, mais c'est quoi au juste une ordonnance de traitement? Avant de l'expliquer, je veux juste dire que l'évaluation psychiatrique n'amène pas à une ordonnance de traitement. Donc, l'évaluation psychiatrique ne fait pas que ton proche va être dans l'obligation d'être médicamenté. C'est une différence. On sépare ça. On sépare ça. OK, parfait. L'ordonnance de traitement, en partant, nous, comme membres de l'entourage, simples citoyens, on ne peut pas faire cette demande-là. C'est une demande qui est faite par le psychiatre de l'hôpital. C'est une demande qui est faite à l'aide des avocats au juge pour ordonner la personne à être médicamentée contre son gré. Mais c'est très, très difficile étant donné que les personnes ont des droits. Okay. Donc, des fois, c'est des dossiers, puis il faut beaucoup de faits pour obliger une personne à prendre sa médication. Okay. L'ordonnance de traitement, c'est très, très difficile et on n'en voit pas tous les jours. OK. C'est parce que dans le fond, je veux juste dire que le proche ne peut pas, là. Non. Il ne peut pas dire au juge, là, j'aimerais ça qu'il prenne, parce que aussi, des fois, on entend ça. S'il peut prendre ses médicaments, parce que quand il ne prend pas ses médicaments, il part en galère, il part, en tout cas, peu importe. Fait qu'il pense que la requête psychiatrique va dire, bon, là, il va être obligé de prendre ses médicaments, alors que c'est deux choses complètement différentes. OK, parfait. Donc, c'est le psychiatre seulement. Oui. Où on peut voir des fois des cas où des gens qui ont commis un crime passent au tribunal administratif du Québec. Puis là, c'est une ordonnance de la Cour. De la Cour, OK. Dû à un événement qu'il a fait, là, qui est dans une obligation. Puis l'ordonnance de traitement, c'est pas à vie. C'est pour une période de temps. Fait que quand on fait une ordonnance de traitement, par exemple, le juge accepte, ça peut être pour une période d'1 an. Après 1 an, l'ordonnance de traitement tombe. Il faut refaire d'autres ordonnances. OK. Fait que c'est plus... C'est pas pour avis. C'est pas une ordonnance de traitement. Ce qui est bien quand même, parce que la personne peut aller mieux. On redonne du pouvoir à la personne. T'es pas, puis l'ordonnance, je pense que c'est peut-être un peu loin comme question, parce que je suis curieuse, mais c'est quoi une ordonnance? C'est quelqu'un qui va lui qui va lui donner son médicament ou... Oui, bien, c'est que la personne doit se présenter, par exemple, qui a une injection, doit se présenter à la pharmacie. Donc, s'il ne se présente pas, bien, il est possible que les policiers aillent le chercher pour qu'il vienne prendre sa dose, vu que c'est une ordonnance. C'est une obligation de prendre la médication. Donc, c'est complètement... c'est pas parce que tu fais une requête d'évaluation psychiatrique que votre proche est pris là-dedans. Là. Ça, c'est un autre dossier complètement. Exactement. Parce que j'entends souvent les deux parallèlement, fait que c'est pas la même chose. OK. Est-ce que la requête oblige la personne à être hospitalisée automatiquement? Puis le traitement, dans le fond, on l'a dit tantôt, dans le fond, c'est il y a le choix ou non d'accepter les services qui lui sont offerts, c'est ça? Bien, pour l'hospitalisation, c'est sûr que la façon dont ça fonctionne, une fois que la personne est amenée à l'hôpital, elle est vue par un premier psychiatre. Donc, si le psychiatre évalue qu'il y a un danger, qu'il y a une problématique, la personne va être rencontrée par un deuxième psychiatre. OK. Pour évaluer lui aussi, pour qu'il s'entende sur un élément diagnostique tel que. Si le premier psychiatre dit « ben non, il n'y a pas de danger, il va bien », elle ne sera pas vue par le deuxième psychiatre, fait qu'elle va pouvoir sortir de l'hôpital. OK. Lorsqu'elle est vue par deux psychiatres, par exemple, puis que les psychiatres s'entendent pour dire que on ne peut pas la ressortir, parce que la personne a le droit de sortir. On ne peut pas l'obliger. La seule personne qui peut l'obliger à rester à l'hôpital, encore là, c'est le psychiatre. OK. Et le psychiatre qui en fait de la demande au juge. Okay. Donc là, il peut être hospitalisé, par exemple, pour 21 jours. Okay. Mais encore là, c'est une demande du psychiatre. Voilà. Le proche, la personne, le parent, l'entourage, la seule chose où il peut faire du pouvoir, c'est vraiment la requête d'évaluation. Après ça, là, c'est dans les mains des médecins, dans les mains... OK, d'accord. Est-ce que... dernière petite question avant la fin, après ça, on va faire un résumé
Mettons, mon proche, moi, mettons, là, ici, on est à Saint-Gabriel, mais mon proche est à Repentigny, dans ce coin-là. Est-ce qu'il décide de l'hôpital où est-ce qu'il peut aller? Ou moi, est-ce que je peux faire une requête? Est-ce que je peux décider de l'hôpital où est-ce qu'il va? Ou lui, la personne qui vit avec le trouble de santé mentale, peux-tu décider de l'hôpital où est-ce qu'il veut aller? Habituellement, c'est territorial. Okay. Territorial. C'est dans le secteur où on fait la demande. Par exemple, quelqu'un qui demeure à Joliette, bien, on va faire la demande pour l'hôpital de Joliette. Et si c'est hors région, moi, la personne, elle reste à Montréal, qui n'est pas dans la région de la Naudière, mettons. C'est la même chose? Oui, on peut demander qu'il soit hospitalisé parce que des fois, des gens qui sont suivis, par exemple, à un hôpital à Montréal, mais on fait quand même une requête, on peut demander est-ce qu'il soit hospitalisé à son hôpital. Okay. Encore là, on va porter les documents aux policiers qui peuvent appeler les policiers de Montréal. OK. Et fait qu'il y a comme un... de requête. Oui. Fait on peut le faire dans la Naudière vu que le parent, le proche, le conjoint, il reste ici. OK, parfait. Oui. Donc, maintenant, la question, comme pour résumer un peu notre émission sur la requête d'évaluation psychiatrique, c'est on appelle à la lueur du phare de la Naudière, donc vous êtes intervenante psychosociale, et on appelle au 1-800, il ne faudrait pas que j'oublie ça, le 1-800-465-4544, et qu'est-ce qui arrive après? On demande à parler à un intervenant, on explique que nous, on appelle pour une demande d'évaluation psychiatrique. Okay. C'est sûr qu'on doit téléphoner. Nous, on ne prend pas, par exemple, une personne qui se présente des cas d'urgence. Fait qu'on téléphone pour s'assurer qu'un intervenant peut prendre l'appel puis qu'il peut céduler une rencontre. Donc, une fois qu'on a, par exemple, moi, je reçois l'appel, je discute avec la personne, puis je lui cédule un rendez-vous. C'est sûr qu'avec elle, je vais évaluer est-ce qu'il y a de matière à dangerosité avant de lui donner le rendez-vous. Je ne la ferai pas se déplacer pour rien. Donc, une fois que je vois qu'il y a des faits de dangerosité, je vais lui céduler un rendez-vous et la personne va pouvoir se présenter à nos bureaux. OK. Donc, on n'arrive pas au bureau de la lueur du phare, ni à Joliette, ni à Repentigny en disant le roche. Là. Moi, je veux, avoir une requête psychiatrique. C'est vraiment... On demande de téléphoner. OK. Parce que ce n'est pas un service de crise non Exactement. plus, la lueur du phare. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, est-ce qu'il y a d'autres informations pour... Oui, peut-être juste une petite information au niveau des membres de l'entourage. Dès que la personne est amenée à l'hôpital, il est recommandé aux membres de l'entourage de soit se présenter directement à l'hôpital ou de téléphoner afin de donner des informations au psychiatre. Parce que c'est sûr que la personne pour qui on a fait la demande se présente devant le bureau du psychiatre, puis pour elle, tout va bien. Elle n'ira pas expliquer telle chose. Fait qu'ils ont besoin de l'information de l'entourage qui voit de l'extérieur pour pouvoir donner un meilleur diagnostic. OK. Est-ce que c'est pris en considération? Oui. Fait qu'il y a comme un genre de partenariat qui s'installe, OK? Oui. On voit de plus en plus l'importance des membres de l'entourage dans le partenariat, dans le rétablissement de la personne qui sont importants. Super. Bien, merci beaucoup, Mme Renaud, d'être venue à l'émission et d'avoir éclairé sur la requête psychiatrique, requête d'évaluation psychiatrique et une différence aussi entre la P38 qu'on va recevoir prochainement, un policier qui va nous parler de la loi P38, de l'application plutôt, de la loi P38. Donc, si vous voulez avoir des informations sur la requête psychiatrique, je répète le numéro de téléphone 1-800-465-4544 et vous demandez à parler à une intervenant ou une intervenante de la lueur du phare de la Naudière. Merci beaucoup tout le monde de votre écoute et merci encore Denise et à une prochaine émission. Merci. Bye bye.